Donc je vais tenter durant cette intervention de vous montrer comment les interactions entre les manufactures d'armes, mais également entre les manufactures d'armes et les établissements de l'artillerie et le ministère, ont évolué entre 1871 et 1914. Ces 40 années sont significatives dans l'évolution de ces trois établissements qui entrent alors dans une période de production industrielle adaptée à une guerre moderne. On observe donc deux phases distinctes. Donc deux phases distinctes, l'une de 1871 à 1891 et de 1892 à 1914. Donc après la chute du Second Empire, qui prouve donc les limites de l'organisation de l'armée française, les manufactures n'ayant pas pu fournir l'armement nécessaire à la conduite de cette guerre. De ce fait, la jeune Troisième République tire les leçons de ce conflit et réorganise profondément son armée. Donc la période de 1871 à 1914 représente pour les trois manufactures une nouvelle époque marquée par une course à l'innovation contre l'Allemagne, dont nous avons déjà vu certains exemples à travers l'artillerie, afin de préparer donc les armées le mieux possible à un futur conflit qui est assez rapidement inévitable. Donc l'organisation de cette production de l'armement est remaniée en profondeur. Donc le retour de la conscription nationale aussi entraîne une augmentation du nombre de soldats et donc du besoin d'armes. En effet, on passe à une armée de plus de 3 millions d'hommes mobilisables en temps de guerre, au lieu des 300 000 soldats que comptait l'armée du Rhin en 1870. Donc la période... Là, pour exemple, donc, voilà, le défaut d'approvisionnement en munitions pour les fusils chasse-peau et un exemple donc, de fusils conservés au musée, de fusils chasse-peau produits pendant la guerre de 70. Clairement, à travers la qualité des inscriptions qui sont portées dessus, on sent qu'il a été produit avec une urgence particulière. Donc on peut distinguer tout d'abord 3 points importants dans la réorganisation des manufactures qui influent sur leurs liens. En premier lieu, une réorganisation structurelle. Donc les manufactures sont agrandies sur le modèle de Saint-Étienne, que nous avons déjà pu voir sous le Second Empire. Donc cette dernière étant à l'époque donc un modèle pour les deux autres, et dont nous avons donc déjà parlé ce matin avec l'ingénieur Kreuzberg et des ateliers de Puteaux. Donc les manufactures augmentent ainsi durant cette période leur capacité de produire et en étendant leur domaine et en appliquant les principes de rationalisation. La manufacture de Tulle construit par exemple 24 nouveaux bâtiments entre 1871 et 1877, et la manufacture de Châtellerault fait de même en construisant de grands édifices. Ce sont l'apparition des grands ateliers. Donc, on produit donc plus d'armes en employant un plus grand nombre d'ouvriers. Mais Kreuzberger introduit également donc, les principes d'atelier, utilisant des machines à vapeur pour fonctionner, cette série de machines-outils et des chaînes de production. Donc, la logique d'atelier indépendant disparaît petit à petit et laisse place à une organisation plus globale du travail. En effet, jusqu'alors, les armes étaient produites de façon encore très artisanale, à l'exception de Saint-Étienne. Donc les ouvriers dégrossissant les pièces avec les quelques machines-outils dont ils étaient pourvus et travaillant ensuite à la main afin d'ajuster, fabriquant donc des armes uniques et non interchangeables. Se côtoyaient ainsi donc, dans les ateliers différentes étapes de la fabrication et donc dans les différentes manufactures, les principes étaient différents. Donc le principe de grands ateliers se généralise après 1875 selon le même modèle dans les 3 établissements. Il permet également la création d'ateliers centraux garantissant la qualité grâce à un contrôle régulier et la réorganisation. Ce sont les principes d'une réorganisation fonctionnelle. Donc en second lieu, justement, la réorganisation fonctionnelle passe principalement donc, par l'achat de l'arrivée de nouvelles machines dans les manufactures. Donc c'est après la création de la direction de l'artillerie en 1877, et dont dépendent les manufactures.
Elle souhaite donc organiser ces dernières de manière plus rationnelle et également coordonnée et amplifier ainsi leur similitude. En 1879, suite à la fabrication encore peu mécanisée dans les différentes manufactures, le capitaine Plie, responsable des machines à la manufacture de Saint-Étienne, se voit confier l'organisation pour l'ensemble des 3 établissements de la mécanisation complète de la fabrication. En effet, si la construction de nouveaux bâtiments a permis d'augmenter la production, elle ne permet pas encore d'augmenter la qualité des pièces. Ce dernier prend alors exemple sur les établissements américains tels que les usines de Remington ou encore l'arsenal royal d'Enfield. Donc, le capitaine Plie crée une commission chargée de prévoir la quantité de machines qu'il faudrait pouvoir faire produire par les ateliers de Puteaux et par l'industrie privée pour mécaniser complètement cette production. Donc, l'apparition de machines identiques et surtout la multiplication des appareils de vérification renforce encore une fois la similitude des productions entre les manufactures. Cette période est marquée par de nombreux échanges entre les manufactures, cette commission d'études étant composée de responsables des 3 établissements. Il s'agit donc là d'un premier renforcement du réseau construit autour de l'inspection des manufactures créées à la même époque, et qui est aussi rendu possible, on peut supposer, par la réduction du nombre d'établissements, puisqu'il ne reste plus que 3 manufactures comparé au début du 19e, et également l'augmentation de la rapidité de la transmission des informations. On s'aperçoit donc en consultant les archives, les réponses sont très très rapides. En quelques jours, les informations peuvent remonter à Paris depuis Châtellerault, puis redescendre sur Saint-Étienne, puis aller être transmises à Tulle. Et donc la communication est bien plus importante. En 1885 est créée la masse des machines, renforçant encore cette unification des 3 établissements sur le même modèle. Cette masse a pour vocation de financer l'achat de 16 000 machines nécessaires à la production du futur fusil Lebel. Donc on peut se rappeler dans l'intervention de ce matin le fait que nous n'avions que 1174 machines à la manufacture de Saint-Étienne en 1870. Donc on voit l'écart important 15 ans plus tard. Mais aussi, cette masse sert à l'entretien des outils et à la fabrication des vérificateurs. En effet, au-delà de la précision de ces nouvelles machines, les vérificateurs permettent d'utiliser un référentiel commun dans cette production pour des productions de même type. Ceci a accru, bien sûr, la reproductibilité des productions et tente donc vers une interchangeabilité. Les premiers vérificateurs sont fournis par les ateliers de précision de Puteaux et produits directement ensuite dans les manufactures. Toutefois, Puteaux reste garant de la précision de ces outils, des vérifications étant régulièrement faites à partir des outils fabriqués, en fait, des vérificateurs de vérificateurs produits par Puteaux qui sont envoyés dans les manufactures pour vérifier le bon état de leurs outils. Donc on voit une certaine relation de subordination des manufactures à cet atelier de Puteaux qui prend une importance accrue à cette époque. Enfin, on peut noter une restructuration territoriale pour les manufactures. Donc la loi du 24 juillet 1873 permet une restructuration territoriale de l'armée avec, comme l'explique Philippe Boulanger, 2 principes: la continuité organique entre le temps de paix et le temps de guerre et la cohésion territoriale entre le recrutement et le commandement. Cela entraîne la mise en place d'un découpage territorial de la France, d'abord en 18 régions militaires, et la création de 2 gouvernements militaires, l'un situé à Paris, l'autre à Lyon. Les 3 manufactures se retrouvent donc dans différentes régions militaires, la 9e pour Châtellerault, la 12e pour Tulle et la 14e pour Saint-Étienne. Nos manufactures sont parfaitement intégrées à ce nouveau système afin de pouvoir les militaires en matériel et en armes. L'organisation du ravitaillement des unités se fait de manière globale. Le ministère fixe les lieux approvisionnés en armes, en munitions et en poudre. Ces nouveaux règlements sont consignés dans des petits ouvrages imprimés à l'intention des officiers des régiments pour qu'ils connaissent chaque année les fournisseurs et le prix des pièces souhaitées. Donc ces ouvrages sont consultables à la Bibliothèque nationale et sont republiés très régulièrement chaque année avec une évolution.
Donc cette nouvelle division permet aux manufactures de se rapprocher géographiquement de leurs unités pour minimiser le transport. On remarque également qu'elle vise à rendre plus équilibrée la répartition entre les manufactures. En résumé, on remarque une réorganisation globale du circuit de distribution sans pour autant qu'il y ait une centralisation. Chaque manufacture conserve un précaré dans lequel elle agit de manière indépendante, pratiquant donc pour les armes neuves une tarification différente. Il est intéressant de souligner ici que si l'on compare donc cette répartition avec le réseau ferroviaire français, on observe que les 3 manufactures sont toutes sur des actes directs pour le front en 1914, ce qui n'était pas le cas en 1870. Donc, par exemple, Tulle n'était pas encore relié au réseau ferré. Donc, le réseau initial en étoile a été modifié pour permettre le ravitaillement rapide du front. De plus, on voit que la manufacture de Saint-Étienne fournit les régions du nord-est de la France, là montrant qu'elle est donc la manufacture principale et le fournisseur en cas de conflit, les autres manufactures étant en appui et fournissant le reste du territoire, donc principalement l'ouest de la France. Donc on voit ici une hiérarchisation quand même des manufactures. Tous ces éléments nous permettent de dire que les années 1870 à 1885 représentent une première phase d'unification et de fédération des manufactures entre elles. Elles deviennent de plus en plus dures. Il est de plus en plus dur de les différencier dans leur organisation et de distinguer, au-delà des marquages sur les armes, une différence dans leur production, puisque l'ensemble des machines, des installations, des procédés, des outils, des matériaux de fabrication tendent à être standardisés. De même, si le ministère de la Guerre souhaitait une interchangeabilité dès la production du fusil de modèle 1874, on remarque que toutes ces innovations sont faites en parallèle de sa production. Ce n'est donc que lors du début de la production du fusil Lebel, du fusil modèle 1886, qu'une réelle uniformisation et que l'interchangeabilité des pièces est assurée. Entre 1880 et 1890, on observe une augmentation importante des échanges entre les manufactures afin d'acquérir de nouvelles compétences techniques et justement de respecter ces nouveaux standards. L'unité est telle qu'il est même envisagé au début de la production du fusil Lebel de faire produire les différentes pièces par chacune des manufactures. Donc, par exemple, Châtellerault ayant participé directement à l'élaboration du fusil Lebel, et en particulier de son bloc culasse, il était envisagé qu'elle produise l'intégralité des blocs culasse, qu'elle les livre aux autres manufactures qui produiraient les autres pièces en échange, et vice-versa. Donc finalement, ce projet est abandonné puisque, en réalité, au début de la production du fusil Lebel, l'interchangeabilité entre manufactures n'est pas encore totale, et donc ce procédé est impossible. Mais à la fin des années 1880, l'unification donc des manufactures, donc les manufactures conservent une certaine spécificité dans leur façon de travailler. Par exemple, dans le traitement des aciers. Tulle fabrique elle-même ses ébauches. Châtellerault les achète à l'industrie privée et Saint-Étienne utilise les 2 méthodes de fourniture. Par conséquent, on ne retrouve pas forcément donc, les mêmes machines d'un établissement à l'autre, afin de convenir à ces différents modes de fourniture. Donc on observe des spécialisations à Saint-Étienne dans la production des revolvers également, et à Châtellerault conserve le monopole de la fabrication des armes blanches. De plus, nous voyons que seul Châtellerault a participé à l'élaboration du fusil Lebel, prouvant bien que chaque manufacture fonctionne encore de manière très indépendante. Cela peut également s'expliquer par le fait que ces dernières sont à cette époque, pour Saint-Étienne et pour Châtellerault, encore sous le régime de l'adjudication, dont Christophe Pommier vous a déjà parlé. Elles ont intérêt à produire de nouvelles armes très régulièrement afin d'avoir les commandes les plus importantes possibles, comparé à une industrie d'État qui n'aurait pas les mêmes ambitions et les mêmes avantages à avoir la production d'un nouveau fusil très régulièrement dans les manufactures. Donc, mais si les manufactures se rapprochent durant cette période, au point de ne plus avoir de différences techniques, elles restent des unités indépendantes les unes des autres, placées sous la tutelle de l'inspection des manufactures et qui a un rôle de régulateur.
la compétitivité entre ces établissements continue d'exister, même si nous voyons donc les bases d'un réseau important. Donc après la production massive du fusil Lebel, où les 3 manufactures ne forment presque plus qu'une seule unité de production, tant ces fusils sont identiques, les années 1890 marquent donc le retour d'une diversité dans les productions d'armes portatives. Donc en deuxième partie, donc, nous voyons une diversification des productions des manufactures. En effet, à partir du début des années 1890, donc le vide laissé par la production du fusil Lebel est partiellement comblé par des productions telles que les armes Berthier, les revolvers modèle 1890 ou la commande de fusils russes. Mais elles ne suffisent pas à remplir les carnets de commandes des manufactures qui sont alors, il est alors envisagé d'en fermer une partie. Et à partir de cette époque-là, on voit que Châtellerault et Saint-Étienne justement continuent à produire des nouvelles armes telles que les armes Berthier, mais ne sont plus impliqués dans les processus de création de ces armes. La commission, donc le comité technique de l'artillerie, étant chargé de cette partie-là. Donc nous remarquons d'ailleurs qu'il y a de nouveau une relation de subordination par rapport au niveau du ministère, qui fait que les manufactures se retrouvent vraiment à être des établissements producteurs et non plus aussi inventeurs et force de projet. Donc en 1877, les manufactures sont intégrées donc à l'inspection permanente des fabrications de l'artillerie, comme on a déjà parlé Christophe Pommier. Je serai du coup plus court sur cette partie-là. On observe alors une diversification donc importante des productions des manufactures qui, comme l'a rappelé Christophe Pommier, produisent des avant-trains, des arrière-trains, des affûts. Et on ne voit pas de logique vis-à-vis des productions antérieures des manufactures. Mais ensuite, à partir des débuts des années 1900, l'inspection permanente des fabrications de l'artillerie profite en fait des savoir-faire des manufactures pour leur faire produire certains objets spécifiques, en particulier donc les appareils de pointage, les amorces d'obus, qui sont en fait des fabrications faisant appel aux qualités de précision des manufactures. Donc en effet, contrairement aux établissements tels que Bourges, les manufactures sont dotées d'un parc de machines capables de produire des pièces d'une grande finesse. Elles sont à l'inverse novices dans la production de pièces de plus grande taille, comme donc les affûts que nous avons pu voir. Donc les années 1900 à 1914 permettent à 2 des manufactures de continuer à se démarquer dans leurs activités. Donc la MAC et la MAS réalisent de nombreuses études sur les matériaux et sur le matériel, profitant justement de cette qualité d'être des ateliers qui expérimentent un petit peu vis-à-vis de commandes qui leur sont faites en fait directement par le comité technique de l'artillerie ou par l'inspection permanente des fabrications. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau relation de subordination. On leur commande donc une étude sur un sujet en particulier. On remarque par contre à cette époque de moins en moins de liens entre les manufactures entre elles. Elles ne discutent pratiquement plus, si ce n'est pour se transmettre certains plans. Mais ces activités sont toujours par le biais de l'inspection. Donc en conclusion, nous avons pu voir que la place de chaque manufacture vis-à-vis des autres a largement évolué sur cette période. Si l'on peut les considérer comme identiques et autonomes en 1870, mais par leur faible variété de leur production, on remarque que chacune a une fonction bien distincte en 1914 et qu'elles sont alors incluses dans un réseau d'établissements. Le passage par ces 2 phases, une uniformisation d'abord, puis une diversification, permet aux manufactures d'être parfaitement modernisées et prêtes à affronter la guerre de 1914. On remarque donc ici un nouvel équilibre qui est conservé jusqu'au début de la guerre, avec Saint-Étienne qui est le fer de lance des manufactures, assurant les productions de masse, aidé par Châtellerault. Châtellerault donc, qui a un rôle d'appoint et qui aide en cas de besoin sur des grosses commandes. Et enfin Tulle qui devient une manufacture spécialisée dans les fins de série et dans la réparation. Elle conserve un parc machine diversifié afin de répondre à tout type de commandes. Elles produisent prioritairement les armes portatives, mais sont capables de produire d'autres pièces. Donc ce mode de fonctionnement a été déterminant pour maintenir les manufactures opérationnelles jusqu'en 1914.
et prêts à soutenir une guerre de masse. Donc la disparition en fait, dans les années 1900 de la production pratiquement totale d'armes portatives aurait forcé à la fermeture des manufactures, mais la création de l'intégration des manufactures dans ce réseau de fabrication leur permet de continuer à produire, de continuer à maintenir ces savoir-faire et dans les premiers mois de la guerre de 14, relancer massivement la production d'armes portatives. Je termine.